Bonjour à tous, très content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Shai, CQFR, ce matin, il y avait 10 matchs au programme la nuit dernière. Qu'est-ce que tu retiens en premier de cette nuit NBA? Peut-être que Cleveland est toujours invaincu et que ma prédiction d'une première défaite contre le Celtics est toujours en vie. Les Cavs qui se sont imposés, qui sont donc désormais à 15-0, qui se sont imposés contre Charlotte. Donc C'est ça. c'était pas l'adversaire le plus rude, mais bon, il y a des équipes de l'Est qui ont des grosses ambitions, qui sont tombées contre Charlotte déjà, notamment ce week-end. Et les Cavs, même sans Donovan Mitchell, bah, ils sont un peu comme ces équipes qui surfent sur une confiance incroyable et ils arrivent à compenser des absences avec genre un Ty Jerome à 24 points et 8 passes. Lui, c'est une belle révélation du début de saison. Donc, La super pioche même, super début pioche. intersaison au final. Voilà. Et les Cavs, donc 128-114 à domicile contre les Hornets. Moi, je retiens ça en priorité parce que c'est que la quatrième équipe de l'histoire a démarré par un 15-0. Donc, c'est aussi inattendu que remarquable. Et d'ailleurs, dans ces trois autres équipes qui ont fait un 15-0, alors dedans, il y a les Warriors de 2016 qui étaient eux allés jusqu'à 24 avant de perdre contre les Bucks. Il y avait les Rockets de 94 et les Capitals de 1949. C'est trois équipes qui sont allées en finale NBA. Va falloir commencer à sérieusement se poser la Mhm. question de est-ce que les Cavs ont un vrai shot pour le titre. Ce qui est un peu particulier, tu vois, par exemple, ce week-end, De'Aaron Fox, il a mis 60 et 49 points. Mhm. Il a rejoint Kobe Bryant et Will Chamberlain dans l'histoire. C'est un parallèle que je fais qui n'est pas tout à fait exact. Mais tu vois, on se doute bien que De'Aaron Fox, il deviendra jamais Kobe ou Will Chamberlain. Pourtant, il est dans l'histoire avec Kobe et Will Mhm. Chamberlain, tu vois. Il y a un peu ce truc, mais c'est vrai que les Cavs, il va falloir les prendre au sérieux. Il y a du dynamisme. C'est une équipe qui joue bien des deux côtés du terrain. Elle est forte en défense, forte en attaque. Là, tu l'as dit, il n'y avait pas Donovan Mitchell. Garland met 25 points, 12 passes. Ty Jerome sort du banc, 24,8 passes. En termes d'adresse, c'est exceptionnel, Ty Jerome, depuis le début de la Ouais. saison. Jarrett Allen, 21 points, 15 rebonds. Evan Mobley, 23 points, 11 rebonds. Atkinson arrive à faire jouer ensemble des joueurs qui n'étaient pas forcément très complémentaires. Il y a un vécu collectif, il y a quelque chose. Donc, il y a des belles victoires dans le lot sur ces 15 victoires. Donc, il y a quelque chose de sérieux du côté des Cavs. Le test contre les Celtics va être intéressant. J'ai paradoxalement un peu peur que, comme par hasard, il y a une des deux équipes qui se retrouve à avoir des absents. Je le sens venir un peu gros comme une maison, à voir les deux équipes. Mais ouais, Cleveland est à prendre au sérieux, en tout cas au moins en tant que potentiel finaliste de conférence, ce qui serait encore un pas de mieux que l'an Mhm. dernier, et ce qui serait une première pour Donovan Mitchell. Je pense qu'en finaliste de conférence, il y a un vrai shot quand on voit que les Bucks galèrent, que les Sixers galèrent et que les Knicks cherchent encore leur marque. Cleveland peut clairement s'affirmer comme bon, nous on est la deuxième meilleure équipe de l'Est et va savoir après sur une série contre Boston selon des absents, À etc. partir du moment où ils finissent premier ou deuxième de la conférence Est, de toute façon, on peut pas leur nier des prétentions même de finale NBA. Alors, c'est sûr que avec Boston dans l'équation, Boston qui fait aussi un très très bon début de saison, hein, c'est juste les Cavs qui font un début de saison totalement irréel et quasi historique. Historique même, hein, d'ailleurs, tu l'as dit, Là, historique, ouais. parmi les équipes, il y a une équipe de 1949, quoi, tu vois, donc c'est quand même que on les compte, hein, parce qu'il faut respecter le passé, mais c'était pas la même NBA non plus, pas le même nombre d'équipes, tout ça. Ouais. Donc, ce que font les Cavs est incroyable et donc il faut leur accorder tout le crédit et la confiance qu'ils méritent pour tout ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui inspirent confiance. Je pense que les Celtics vont mettre fin à la série des Cavs, même s'il y a peut-être un joueur ou deux qui seront en repos. Bah, je pense que les Celtics auront quand même à cœur de marquer leur territoire. Écoute, par contre, si Cleveland passe à 16-0, là, je sais pas jusqu'où ils vont aller, mais c'est bon, en tout cas, c'est vraiment c'est remarquable ce qu'ils font depuis le début de saison. On vous le dit à chaque fois, on vous donne l'impression peut-être de nous répéter, mais c'est remarquable. En fait, l'ironie, c'est que pour cette histoire de titre, tu sais, de est-ce que tu dois les prendre au Mm. sérieux, même si là, ils venaient à battre Boston, en fait, que tu aies fait 12-0 ou 18-0, c'est pas la même chose, hein, attention. Ouais. C'est évidemment pas la même chose en termes de série. Faut des nerfs mentalement pour gagner encore 6 de suite. Mais je sais pas comment expliquer. Je me dis pas que 18-0, ça te justifie d'un coup beaucoup plus d'être un candidat au titre que 12-0, tu vois. Même si Mhm. tu venais à battre Boston, c'est plus sur, tu vois, les limites des Cavs, ça va être toujours les mêmes. C'est que tu te dis, ok, le jeu est différent en playoff.
Comment ça se passe pour Donovan Mitchell? Jusqu'où Donovan Mitchell il porte une équipe? Comment ça se passe quand certains joueurs sont plus ciblés? Je pense à Garland, je pense à plus de schémas pour sortir Jarrett Allen de la raquette, etc. Même si au final tu sors Jarrett Allen de la raquette, il y a Evan Mobley qui sera toujours là en protecteur de cercle. Mais comment ça se passe quand ta rotation se resserre? Même pareil, je trouve que le top 8 des Cavs, il est très bon, tu vois. Caris LeVert, Ty Jerome qui sortent du banc. Tu vois, c'est solide. Il manque Max Strus. De le dire, il manque Max Strus dans cette équipe, en fait, Ouais. tu vois. Alors, tu peux le prendre dans le contre-pied et te dire, ouais, bah, comment ça va se passer quand il faudra réintégrer Max Strus? Mais on peut penser qu'au contraire, cette équipe, elle sera encore plus forte, que ce soit Max Strus en tant que titulaire ou en sortie de banc. Si jamais Atkinson veut garder Okoro pour défendre dans le 5 et puis finalement Strus, il forme un banc excellent avec Jérôme, Levert, Max Strus, il y a George Niang, il y a Sam Merrill de temps en temps. Non, c'est une très belle équipe à voir effectivement dans. J'ai même plus envie de rien de voir en saison régulière en fait là maintenant. Je me dis bah ouais, les Cavs hein, là qui gagnent 55 ou 65 matchs, ça changera rien en fait presque à mon entre guillemets rien à mon analyse, c'est de me dire bah maintenant faut voir, tu sais c'est un peu comme les Timberwolves de l'an dernier, tu vois, tu te dis à un moment ouais OK, c'est cool mais on veut voir à l'échelle des playoffs. Et les Timberwolves sont allés jusqu'en finale de conférence. Ce qu'il faut, c'est pouvoir se créer le chemin que se sont créés les Celtics l'année dernière avec alors des oppositions qui sur le papier semblent faciles, c'est jamais facile, hein, mais c'est sûr que si tu commences un peu mal la saison et que tu tapes tout de suite une des top équipes, c'est compliqué. Donc ça paraît c'est bateau, hein, mais c'est aussi pour ça que tu dois finir premier ou deuxième. Donc là, les Cavs déjà, avec ce démarrage-là, s'ils finissent ne serait-ce que deuxième, je pense qu'ils sont quand même bien embarqués pour aller loin cette saison. S'il n'y a pas de blessure, on touche du bois pour eux. Yes. Vu qu'on est sur les Hornets, peut-être juste la Melo Ball. Donc, t'as commencé à mentionner les Bucks en plus brièvement. Il y a eu effectivement ce week-end un match entre les Hornets et les Bucks. Match perdu, match perdu par les Bucks. Même si je crois que le Last 2 Minute Report est ressorti. Hein, il y avait bel et bien. Ah oui, ils ont visionné. Les arbitres ont visionné pour revenir sur l'action du litige. En gros, Yanis défend sur la Melo Ball, la Melo se trébuche un peu, enfin on sait pas s'il tombe un peu facilement lui-même ou s'il trébuche, mais les arbitres sifflent faute. Ça fait 2 lancers pour la Melo et c'est les 2 lancers de la gagne parce que derrière Yanis a une tentative à un tir, il prend un tir mais il le met pas. Et le problème c'est que les Bucks n'avaient plus de challenge donc ils ont pas pu faire revisionner l'action. Et du coup les arbitres ont confirmé après coup que ça n'aurait pas dû être sifflé. Et puis forcément, Doc Rivers et les joueurs sont un peu frustrés. Il n'y a pas grand-chose qui va dans leur sens, même s'ils restaient sur quelques victoires. C'est le genre de choses qui sont assez frustrantes et qui montrent que le début de saison est compliqué pour Milwaukee. La Melo Ball qui au passage a pris une amende de $100,000 pour avoir lâché un no homo Voilà. en interview. De toute façon, lui, ses interviews d'après-match sont absolument lunaires. Il en a rien Ball, hein. il en a rien à secouer. C'est vraiment. Ouais, la Melo Ball, il est sans filtre. Hier, d'ailleurs, il fait 31 points, 12 passes, mais à 11 sur 29, 5 sur 15 à 3 points. Tidjane Salin, pas d'adresse, 0 points. Et Moussa Diabaté, qui avait été discret, très bon ce week-end, là, était discret, 2 points, 4 rebonds. Ouais, il avait enchaîné 4 matchs avec beaucoup de rebonds, quelques comptes, enfin, des très très bons passages. Là, c'est un match sans, ça arrive. Il a pas beaucoup de temps de jeu non plus en sortie de banc, c'est sur des échantillons d'une quinzaine de minutes, donc voilà, c'est pas très grave. Il reste quand même sur un début de saison que je trouve très très impressionnant. On peut enchaîner peut-être avec la perf de la nuit, la perf individuelle, mais qui s'est soldée par une défaite. C'est les 44 points, c'était plutôt même hier soir, en début de soirée, 44 points de Devin Booker, mais défaite des Suns contre les Timberwolves, 120-117. Les Timberwolves qui ont réalisé un joli petit comeback, hein, ils s'étaient menés de 10 points à l'entame du 4e quart-temps, et il y a eu un game winner pour Julius Randle qui était on fire hier soir. Il met le 3 points pour la gagne, 35 points, 7 passes de Julius Randle. 44 points de Devin Booker qui était sans Bradley Beal, sans Kevin Durant. Et petite stat, les Suns ont gagné 8 matchs sur 9 avec Kevin Durant. Ils en ont perdu 4 sur 5 sans lui. Ouais, là, son importance n'est plus à prouver. Sur un match comme hier, comme celui d'hier, Devin Booker est capable de faire des performances offensives comme ça, mais ça a pas suffi. Je suis très content pour Julius Randle parce que ça s'est vu dans sa célébration. Il y a un petit soulagement. Non pas qu'il était pas bon depuis son arrivée, hein. J'ai beau dire que le fameux trade Cat Randle peut être perdant-perdant en termes de résultats collectifs. Individuellement, les deux sont plutôt bons, voire très bons, en tout cas sur l'aspect offensif. Et ce game winner, il fait plaisir, il est beau. Il balaye, il met un semi-raffut sur Josh Okogie.
Alors j'ai pas vu le ralenti avec zoom sur l'action, mais bon, voilà. Et derrière, il rentre le panier à 3 points et au buzzer et ça fait victoire. Mais je suis content pour Randle. Pour les Suns, est-ce qu'on est surpris que Kevin Durant soit absolument indispensable à cette équipe? Si en plus il n'y a pas Bradley Beal, Devin Booker tout seul, c'est plus compliqué, même si l'équipe joue bien. S'il doit y avoir performance cette saison, ce sera forcément avec KD, quoi. Il peut pas en être autrement, en fait. Ce qui est un peu dommage pour les Suns, c'est qu'ils ont mené au final quasiment toute la Ouais, rencontre ouais. pour finalement s'incliner. C'est un peu ça qui est crève-cœur. Allez, on peut enchaîner avec. Il y avait une affiche, même s'il manquait des stars. Une affiche entre Dallas et OKC. Victoire des Mavericks sur le parquet du Thunder, 121-119. Il manquait Luka Doncic. Ça faisait un moment qu'on disait, il est pas à 100%, il y a un truc qui va pas. Effectivement, il est blessé au genou, en fait. Ouais, il l'a dit. Il a un petit peu au genou, et voilà, il a reconnu qu'il est blessé, et là, c'était trop. Donc, il n'y avait pas de Luka Doncic, il y avait évidemment pas de Chet Holmgren du côté du Thunder. Victoire de Dallas avec un très gros PG Washington, parce qu'il n'y avait pas de Luka Doncic, mais PG Washington est revenu, il est de retour, il avait déjà fait mal au Thunder en playoff, là Ouais. ça a encore été le cas, 27 points, 17 rebonds pour PG Washington, 23 points de Kyrie Irving. Les Mavs qui menaient de 14 points à la fin, le Thunder est revenu fort sous l'impulsion de Shai Gilgeous-Alexander qui a fini avec 36 points et Jalen Williams qui a fini avec 27 points, mais le Thunder n'a pas réussi à repasser devant sur le final. Et victoire de Dallas, belle victoire pour Dallas, victoire importante. C'est ça, parce que sans Luka, parce que tu le disais depuis plusieurs jours, le Luka est un peu. Il jouait avec le frein, on sentait qu'il avait un souci. Il l'a confirmé, hein, alors il a pas dit j'ai mal là, il a juste dit qu'effectivement il était un peu diminué et qu'il aurait besoin d'un peu de repos, mais que c'était compliqué en saison comme ça de le faire. Bon, ils ont entendu son appel discrètement et ils l'ont mis au repos et je pense que c'est une bonne chose. Si en plus là, tu vois, Dallas gagne un match contre une grosse équipe, c'est tout bonus, quoi. Tu reposes ton meilleur joueur et en plus tu l'emportes. Très belle perf de PJ Washington, tu l'as dit. Il a vraiment un truc contre OKC, il est toujours très très bon. Et de toute façon, globalement, depuis qu'il est arrivé, il est excellent, hein. Depuis qu'il est arrivé à Dallas, Ouais. il a fait partie des raisons pour lesquelles les Mavs ont été très très bons en deuxième partie de saison et pendant les playoffs. Donc, petite victoire surprise, je trouve, mais et qui fait quand même, qui déloge OKC de la première place, du coup, de l'Ouest. C'est Golden State qui récupère le bébé sans avoir joué cette nuit. Et le banc des Mavs a été excellent parce que Mm. PG Washington fait son match, Kyrie a pas été mauvais. Klay Thompson shoot à 1 sur 11, 1 sur 8 à 3 points. Tu vois, tu t'attends quand même, si Klay Thompson est maladroit comme Ouais. ça, à ce que ce soit compliqué. Mais derrière, il y a 13 points de Najee Marshall, 11 points de Daniel Gafford, 10 points de Spencer Dinwiddie, 13 points de Jaden Hardy. Donc les Mavs voilà, confirment leur profondeur de banc. Surtout là, sans Luka, il y avait plus de minutes, plus de ballons aussi, hein, on va pas se mentir. Du coup, la balle, ça peut être des signes. J'ai vraiment la clé pour les Mavs cette saison, c'est que Luka, il comprenne deux choses. C'est qu'il doit absolument mettre du rythme. Les Mavs doivent jouer vite. C'est un des combats de Théo depuis déjà l'an dernier. Et il a raison. Ça les rend imprédictibles. Les Mavs ont une bonne défense, en fait. Ce qui peut paraître paradoxal. Je sais, tout le monde est là. Ah, il y a Kyrie, il y a Luka. Ouais, mais ils ont une bonne défense. La vérité, c'est que c'est une équipe qui a une bonne défense. Par contre, ça peut pas être une équipe où il y a trois plots et Luka qui joue ou Luka ou Kyrie qui jouent que des ISO. Ils peuvent le faire par moment, ils peuvent le faire dans un contexte, mais ça doit être amené d'une certaine manière. Il faut que la balle tourne, il faut que tout le monde puisse toucher la balle, parce qu'il y a quand même des bons joueurs, mais si c'est des joueurs juste, tu vois, c'est pas des Kyle Korver en fait. Il y a aucun Kyle Korver à Dallas, à part peut-être Klay Thompson. Et si ces mecs-là, ils n'ont pas un peu l'occasion de se mettre en rythme, ils vont pas mettre beaucoup de 3 points. Donc, il faut que ces mecs-là puissent toucher la balle pour se mettre en rythme. Et derrière, ils auront cette capacité. Quand tu es en rythme, c'est plus simple de prendre un tir, en fait. Le seul moment où tu touches le ballon, c'est pour shooter. C'est très dur. Ça demande vraiment d'être, comme je disais, un Kyle Korver. Et il y en a pas beaucoup des mecs comme ça en NBA. Ouais. Donc, mine de rien, voilà, les Mavs mettent du rythme et partager un peu la balle. Si Luka vraiment capte ça, il y a un vrai potentiel à Dallas. Ou c'est pas juste qu'il capte, parce que je pense qu'il le sait, mais si vraiment en prendre conscience, quoi. C'est que ce soit un combat permanent jusqu'à que ce soit une habitude. Ouais. Voilà, à suivre. Côté français, 2 petites minutes de jeu seulement pour Ousmane Dieng. Qui sort de la rotation. Qui n'a pas pu avoir trop d'influence sur ce match. Et ça me fait penser, ça n'a rien à voir, mais côté français, on n'a pas mentionné que Rudy Gobert avait fini en double-double juste avant. Oui. Avec 4 contre en plus. Ouais, 11 points, 10 rebonds, 4 contre pour Rudy lors de la victoire des Wolves. C'est le seul français qui a brillé la nuit dernière avec Bilal Koulibaly, je vais y venir. Bilal, défaite de Washington, défaite sévère contre Détroit. Alors, belle victoire de Détroit, je vais plutôt le tourner comme ça. Les Pistons qui confirment leur début de saison. Ils sont 5e en étant à 7 victoires et 8 défaites.
il y a quelques matchs où ils sont pas passés très loin de gagner, ils ont perdu sur la fin. Ils pourraient même être mieux classés si ça n'avait pas tourné comme ça sur quelques matchs. Mais bon début de saison, t'as raison. Et un Kate Cunningham qui est déjà en train de grosso modo se faire sa place pour la sélection All-Star, surtout si Ouais. jamais. Non, il y aura toujours que 24 All-Stars, hein, parce qu'on en a ce week-end. Il y a un truc important ce week-end, c'est que la NBA est en train de changer le format. Il va y avoir un tournoi pour l'All-Star Game, un tournoi à 4 équipes. Mais je pense que ce sera des équipes de 6, du coup, 18 divisé par 3. Ça fait belle. Non, donc on est à 24 divisé par 3, des équipes de 8. Ouais, a priori. Des équipes de 8 et après. Bon, on verra sur ce nouveau format. Pour l'instant, en gros, on part sur un tournoi à 4 équipes, 3 équipes de All-Star, donc 8-8-8. Et l'autre équipe, c'est le vainqueur du show entre Rising Star Challenge et la J-League. Alors peut-être ça motivera un peu plus. L'idée, c'est peut-être de. Mais bon, enfin, il y aura un petit déséquilibre de niveau quand même entre l'équipe qui a gagné le Rising Star Challenge et les équipes de All-Star. Bon, à voir. Qui est déjà un mini tournoi, je crois, le Rising Star Challenge, si j'ai pas de bêtises. Ouais, maintenant ils ont changé. De toute façon, c'est ça le problème, c'est que tous les ans, la NBA essaie des choses pour essayer de relever les audiences, de relancer l'intérêt, mais c'est quand même très compliqué. Là, la nouvelle est tombée pour le nouveau format. Pour l'instant, je suis pas encore validé. Hein. C'est pas validé, mais bon, pour l'instant, ça me séduit pas plus que ça. On en a parlé plein de fois. De toute façon, tous les ans, on dit qu'est-ce qu'on peut faire on va laisser l'NBA tenter quelque chose. Peut-être qu'à un moment, il y aura une version qui nous plaira. Mais ouais, je t'avoue que là, sur l'idée du nouveau format m'emballe pas plus que ça. On verra. En tout cas, Kate Cunningham, lui, se rapproche de sa sélection star petit à petit. 21 points, 10 rebonds, 10 passes, 5 interceptions. Son quatrième triple-double, pardon. À chaque fois, j'ai du mal. Triple-double de la saison. Il n'y a que Nikola Jokic qui en a cumulé plus cette saison. Et Kate Cunningham, on sent qu'il est en train. Voilà, il enchaîne les matchs, il prend le rythme, il comprend ce qui se passe. Autour de lui, ça joue bien. Jalen Duren est en double-double avec 11 points, 10 rebonds. Il y a 28 points de Jaden Ivey, qui est lui toujours très bon quand il s'agit de scorer. 8 passes aussi. 26 points de Malik Beasley. Bref, les Pistons, ça devient solide. Et je le disais, Bilal, qui a été plutôt bon. 15 points, 3 interceptions, à 6 sur 9 au tir. Il a moins de ballons depuis que Kyle Kuzma est revenu. Il a moins de ballons en attaque, mais là, il a quand même fait son match. Alors qu'Alex Sarr, par contre, toujours très délicat en termes d'adresse. Ouais. Bon, enfin, il a pas un match d'adresse quasiment, Alex Sarr, depuis le début de la saison. 1 sur 7 là cette fois-ci, mais 4 points, 3 rebonds, 3 passes, 1 contre. De toute façon, voilà, on sait chez Alex Sarr, c'est l'apprentissage. Il a quand même montré des belles choses depuis le début de la saison. C'est sa première saison NBA. Il a joué en Australie, mais c'est son premier vrai contexte de basket de très haut niveau. Avant, c'était de l'overtime. Bon, il est passé par le Real à un moment, si je dis pas de bêtises. Mais après, Overtime Elite. C'était le centre de formation. Tu vois. Après, tu as l'Overtime Elite et l'Australie. Bon. Voilà, donc, il découvre et mine de rien, il y a des choses intéressantes chez Alex Sarr, mais par contre, il n'y a pas d'adresse. Il est à 35% au tir et 21% à 3 points. Ça, c'est les stats de Alex Sarr. Pour l'instant, il y a les promesses défensives. Ça, c'est déjà bien. Il est déjà au niveau défensivement. L'attaque, ça viendra avec le temps. Regarde, on parlait de Zachary Rizaché qui a mis quelques temps à être un peu plus fiable. Très maladroit. Voilà, donc ça va venir. Faut essayer d'être positif de cette manière-là et ils apprennent le métier comme ça dans des équipes, surtout Washington, plutôt faibles. Tu parlais de Kyle Kuzma, j'ai regardé, je sais plus lequel des deux matchs de Washington, j'ai regardé. Trade Kyle Kuzma, c'est plus possible. Quand il revient, le mec prend 28 shoots sans aucun problème. Bon. Après, il peut se dire qu'il a un statut, une expérience et un CV un peu plus important que certains des joueurs de cette équipe, mais tu vois, je trouve que Poole, cette année en tout cas, il est moins dans cette démarche. Voilà, déjà, il est bon. Poole, il est bon. Mais il cherche pas, j'ai pas l'impression qu'il cherche à marquer 50 points par match et qui va en prendre 40, quoi. Kuzma, j'ai un peu cette impression-là. C'est assez désagréable et parfois, je trouve que ça fausse ce qu'essayent de faire les Wizards dans les matchs. Non, mais le fit est pas bon parce que en fait Kuzma aujourd'hui il faut qu'il joue pour une équipe forte parce que c'est pas un mauvais joueur de basket. Si on est juste sur la nuit derrière il fait 10 sur 14, tu vois, il met 22 points, 6 rebonds. Mais il fait pas gagner. En fait, il a pas le c'est pas son profil d'être la star d'une équipe Kyle Kuzma. Alors que par contre, t'imagines si Kyle Kuzma c'est un joueur de complément, genre 5e option ou 6e homme d'une équipe forte. T'as quand même Kyle Kuzma, ça devient un joueur très intéressant qui va mettre des 3 points dans le corner, qui va prendre des rebonds, qui a une capacité à faire des choses. Tu vois, le rôle de PJ Washington à Dallas, Kyle Kuzma, il est excellent dans ce rôle-là. Tu lui donnes un rôle comme ça, il va être très très bon. Et faut que c'est un mec qui a été champion NBA d'ailleurs avec les Lakers, Kyle Kuzma. Ouais. Faut le mettre ailleurs. Ça marche pas pour Washington. Là, les Wizards sont sur 8 défaites de suite. Clairement,
On est dans une opération. En plus, je trouve qu'il y a des joueurs intéressants à Washington. Carlton Carrington, évidemment Bilal Koulibaly, Alexandre Ossard, je trouve intéressant aussi. Keyshawn George, tu vois, il y a pas mal de mecs qui vaillent le coup d'œil si tu arrives à trouver la star de ton projet, Cooper Flag, euh, Ace Bailey, va savoir, mais la star de ton projet avec ces mecs-là, tu peux construire quelque chose où, où tout de suite derrière, tu commences à te dire bon bah c'est maintenant on remonte vraiment la pente. Et je pense qu'il faut transférer au moins Kyle Kuzma pendant la saison. Jordan Poole, tu peux toujours attendre un peu. Je pense qu'Al Kuzma, là, on est au stade où il faut les changer. Je suis d'accord. Tu as mentionné Zachary Rizaché, il jouait avec les Hawks. Un match que j'ai envie de regarder. Pardon. J'ai pas vu. J'ai envie de regarder. Contre les Blazers. Portland m'intéresse. Shai. J'ai vraiment. Donc, victoire des Trail Blazers contre les Hawks 114-110. Les Hawks, j'aime beaucoup. Il se passe quelque chose à Atlanta. Je vous le redis. Hein, ne vous fiez pas au bilan. Il y a quelque chose qui se crée avec Dyson Daniels, avec Zachary Rizaché, avec Jalen Johnson. Alors là, ça n'a pas bien fini ce match pour les Hawks. Zachary Rizaché, il a fini à 11 points à 3 sur 6 et il a fait 5 sur 5 au lancer. Il a joué que 21 minutes. Mais j'ai parlé des Blazers. Bon, après, je te laisse la parole. Je trouve qu'à Portland, c'est très intéressant aussi. 32 points de Sheldon Sharp. Il avait mis 33 le match d'avant. Il en a mis 32. Donovan Clingan monte en puissance maintenant qu'il est titulaire. 6 points, 8 rebonds, 3 comptes. Voilà, ça semble anodin, mais il y a quelque chose aussi chez Clingan. Il y a juste Scoot qui a été. Bon, il a lâché 10 passes sur ce match, mais en attaque était moins bon. Mais Sharp qui est vraiment excellent dans tous ses gestes. Il est très bon à mi-distance. Il a la capacité à mettre des paniers à 3 points. Il a la capacité à jouer avec, sans le ballon. Il est ultra athlétique, ultra aérien. Il est grand. Et Sharp, il y a de la star chez Sharp. Il a mis un panier à 3 points important aussi dans le match. Il met le step back pour la gagner, le panier à 3 points. Mais t'as raison, ce match-là, c'est entre deux équipes un peu, qu'espèrent être émergentes prochainement. Je sais que je suis toujours très dur avec Chauncey Billups, mais au moins avec cet effectif-là, avec les joueurs tous ceux que t'as mentionnés, c'est quand même assez agréable. Enfin, on voit des choses. Pour Atlanta, c'est un peu pareil. Après, il y a un coach très référencé. Zachary Rizaché, même sans marquer beaucoup, il est plutôt aussi intéressant dans les matchs. Puis il y a une vraie maturité chez lui, là c'est en dehors du terrain, mais je sais pas si les gens ont vu, il est passé sur Bein dans une petite interview avec Rémi Reverchon. Tu sens beaucoup de maturité, une intelligence, une connaissance du jeu. Je pense que ça va être comme ce qu'on a dit. Une fois que le rythme est trouvé, que l'équipe tourne bien, je pense qu'il sera vraiment au rendez-vous. Et Portland, vraiment pas inintéressant, surtout pour les individualités là que t'as évoqué. Clingan est très solide. Sharp, il prend un peu la mesure de ce que certains lui promettent, c'est-à-dire peut-être d'être le joueur de cette équipe-là. Scoot Henderson un peu plus irrégulier, mais moi je demande rien de plus que l'équipe elle soit intéressante à suivre et qu'on sente qu'il y a quelque chose qui va se passer, tu vois. C'est juste ça. On sentait pas ça à Portland, je trouve, la saison dernière. Là au moins il y a ça et c'est prometteur. Parce que là, au moins, en fait, tu as vraiment un noyau dur jeune que tu arrives à comprendre la direction que ça va prendre. Ouais. Tu te dis, ok, Sharp, ça va être la star. Klingan va être le pivot protecteur de cercle avec qui tu peux jouer des pick and roll. Déjà, tu es content d'avoir ces deux-là. Autour de ça, tu sais que tu as Scoot Anderson, tu as ton meneur dynamique. Pareil, il a quelque chose qui va se développer avec Klingan. Et Toumani Camara, qui est mon 3&D, qui va pouvoir combler les brèches. Et là, tu sais que tu as ces 4 joueurs jeunes, et tu es enthousiaste déjà. Après, les Jeremy Grant, les Anthony Simmons, les Deni Avdija, tous ces mecs-là, en fait, ça va pas rester, tu vois. D'une manière ou d'une autre, il va falloir les transférer. Et il y a des mecs, Simmons et Grant, il y a quand même une certaine valeur en échange. Et pour l'instant, je suis Portland, je transfère pas tout de suite, mais si arrivé à la deadline, j'ai vraiment un shot pour avoir Cooper Flag, là, peut-être qu'effectivement, j'essaye de. Après, faut voir, parce qu'au final, avec Simmons et Grant, tu gagnes pas. Ça voudrait dire que si tu as un shot, c'est que tu gagnes pas beaucoup de matchs avec ces gars-là, donc t'es pas nécessairement obligé de les transférer. Mais ouais, là, c'est un peu comme Washington. Tu me dis que tu ajoutes Cooper Flag dans ce mix. Ça commence à être très très solide. Ton 5, c'est Klingan, Flag. Je dis Flag, je prends toujours le premier de choix de la draft. Ouais, il y a d'autres gars intéressants dans cette draft. Je me permets juste de dire Flag, mais ça pourrait être un autre mec. Mais ouais, Anderson, Sharp, Camara, Flag, Klingan, j'achète. Franchement, l'équipe des Blazers. Là, même là, sans Flag, elle est intéressante. En fait. Pour les deux équipes, en fait, je reviens rapidement au coach, mais
Pour la Billups, là c'est mieux cette année, enfin pour toutes les raisons qu'on a dit, il se passe des choses plus intéressantes. Pour Washington c'est pareil, Brian Keefe à la base c'était un intérimaire, est-ce qu'il est juste là pour développer là, est-ce que sur le plus long terme ce sera, je pense qu'il y aura des choix à faire aussi Ouais, à la fin de la saison. c'est des trucs qui peuvent se faire plus tard, au Ouais, pire, ça. Tu vois, ouais, ouais. mais bon, ah oui, t'as raison. Hein, puis Billups, même si ça gagne un peu plus du côté de Portland, c'est pas non plus encore la folie furieuse au Ouais. niveau du coaching. Hein. Les Nuggets sont perdus contre les Grizzlies. C'est un match qui fait parler parce que les Nuggets ont quand même pris 15 points dans la vue. Mmh. Défaite contre Memphis. Deuxième défaite de suite, sachant qu'ils avaient perdu juste avant contre les Pelicans qui jouent avec une équipe C. Et pourquoi ça te fait parler? Parce que Jamal Murray, qui a sorti 13 points, 6 rebonds, 7 passes, mais à 6 sur 15 et avec 6 ballons perdus, entre les deux matchs, il est allé à New York voir l'UFC. Sachant que l'UFC, ça se termine tard et qu'il y a quand même 3 heures de vol entre New York et Memphis. Voilà. Bon, après, ça fait parler uniquement parce qu'il fait pas un bon match et parce qu'il fait un mauvais début de saison. Jamal Murray, Ah, il a c'est clair. 7 points, 39% au tir, 30% à 3 points. Il avait aussi fait des mauvais Jeux Olympiques, il avait fait une fin de saison avec Denver. Alors, il y avait des exploits en playoff, il y a toujours un Mais coup il de a chaud pas ou fait deux, les mais playoffs. on est d'accord. Voilà, il est pas sur une bonne lancée et peut-être qu'en interne ça va tirer les oreilles, mais dans l'UFC il s'est fini. Le dernier combat c'était genre, voilà, c'est ça. 1 heure et En demie, France quoi. c'était 7 heures du mat, je me suis levé, il y avait encore, enfin c'était pas terminé, donc voilà. Ça, ouais, après, s'il fait des bons matchs, personne ne dira rien. À l'époque, Jordan, il se couchait, il faisait des nuits blanches, il allait jouer machin. Donc c'est Ouais. toujours. Non mais c'est juste que quand ça va pas, c'est juste que c'est plus difficile à assumer derrière de faire ce genre de choses, ce genre de choses, voilà. En fait, en plus, le fait qu'il soit, on l'ait aperçu vraiment, j'imagine quand même qu'il est pas bête et qu'il a averti sa franchise qu'il y allait et qu'il a même obtenu Oui, l'autorisation, parce que sinon tu te montres pas aussi ouvertement. Il est en train d'échanger son numéro avec Kamaru Usman. Donc, bon. Mais ouais, du côté des Nuggets, 7-5. Alors, ça fait 2 matchs qui jouent sans Nikola Jokic, hein, qui a un problème personnel. Je crois qu'on sait pas ouais, exactement on le sait match. pas, raison personnelle pour l'instant. Ouais. Ouais. Donc voilà, on espère pour lui que ça va. Mais bon, les Nuggets, c'est 2 matchs que tu perds, c'est évitable. Après, là, sans Jokic, sans Aaron Gordon, pas simple pour Murray non plus. Hein. T'as pas de gars avec qui jouer des Ouais. pick and roll. Mais en face, sans Ja Morant aussi, enfin, qui est toujours En pas face, sans revenu. Ja Morant, ouais. Bon, c'est pas une équipe invincible, quoi, en face. Donc c'est. Bon, l'absence d'Aaron Gordon, on en a déjà parlé, mais elle fait mal aussi. Parce que s'il manque Jokic, au moins tu peux t'appuyer sur un gars comme Ouais. ça. C'est. Bon, Jokic indispensable, c'est comme KD, c'est pas une grande surprise. Hein. Ouais, Faut qu'il revienne vite, par contre. Enfin, faut espérer C'est qu'il revienne vite. le grand favori au MVP jusqu'à présent, c'est Jokic. Sur ce premier mois de compétition, clairement, Bah, on en parlera, je imagine pense. qu'il y aura MVP Ouais. Race qui va pas tarder à Voilà. sortir. Je pense que À Jokic l'écrit, on en prépare aura un. ça, et puis je pense qu'on peut-être qu'on en parlera en podcast aussi, mais oui, Jokic est au moins dans les top contenders pour sa propre succession. Les Knicks ont battu les Nets 114-104, deuxième victoire dans le derby new-yorkais en 2 matchs. Karl Anthony Towns a fait un gros match, 26 points, 15 rebonds, 6 passes, 24 points d'Oggi Anunoby, qui lui aussi est bon en ce moment d'ailleurs, et 21 points de Michael Bridges contre son ancienne équipe. Les Knicks repassent en positif, 7 victoires, 6 défaites, du coup j'imagine que ça les classe très haut à l'Est. 4e, je crois. Qui est troisième du coup? Ah oui, Orlando. Ouais. Incroyable. C'est Oui, incroyable. mais New York sera très vite, peut potentiellement être très vite dans le top Ouais. 3 sans être très bon. C'est ça qui est paradoxal C'est ce qui est avec bien cette pour eux. conférence Est, et c'est ce qui est bien pour les Knicks. Il a fallu deux derbys de suite contre les Nets pour repasser dans le positif. Et ouais, on peut mentionner que Pacom Dadier est sorti du banc, il a joué 10 minutes. Un plus-minus positif, plus 9. Pas grand-chose en termes statistiques, mais au moins il goûte un peu au terrain, ça fait toujours plaisir. Et 4, mine de rien, fait statistiquement un très bon début de saison. Ouais, de toute façon, moi j'ai jamais eu d'objection sur l'apport offensif de 4, hein. C'est plus vraiment la défense, les playoffs, le shift psychologique entre la saison régulière et les playoffs où il a généralement eu du mal, à part l'année dernière où il était bon. C'est plus voilà, c'est plus ça. Mais encore une fois, on a largement le temps de de voir ce que ça donnera. Houston a décroché une 5e victoire de suite en écrasant Chicago 143-107. Ouais. 28 points de Fred VanVleet, 20 points, 11 rebonds, 11 passes d'Alperen Sengun, 18 points de Jalen Green, un peu en retrait, mais finalement pour le bien de l'équipe sur le match. Et Amen Thompson qui est toujours très bon quand il sort du banc, 16 points, 11 rebonds, 5 passes. Voilà, 10 victoires en 14 matchs pour Houston. Je vais regarder du coup le classement aussi des Rockets, j'ai pas fait gaffe, mais ça doit être très haut. Ils sont 5e, je crois. 5, Troisième, non, 3 troisième. Ah oui, bien. Troisième à l'ouest, Houston. Bah, tu vois, bon début de saison aussi, en toute discrétion, sans qu'on en parle beaucoup. Donc c'est bien dans la lignée de ce qu'on avait entrevu la saison dernière. Moi, je suis content parce que c'est une équipe que je voyais aussi
plutôt performantes. Je crois que dans les prévisions supposément un peu osées, je les avais mis qualifiés direct en playoff. Et c'est pas mal pour l'instant. Là, ils ont joué contre les Bulls qui prennent 143 points défensivement, c'est un peu dramatique. Alperen Sengun a encore, enfin, j'ai l'impression qu'il y a pas, faudrait que je regarde les statistiques, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de triple-double dans ce début de saison quand même. Sengun 20 points, 11 rebonds, 11 passes, qui lui aussi fait un très très bon début de saison avec Houston. Double de suite, grosso modo, Sengun. Voilà. C'est généralement une fois que les mecs se lancent, après ça enchaîne les doubles. Et le dernier match de la nuit, c'était celui entre les Clippers et le Jazz. James Harden en a profité pour devenir le deuxième joueur le plus prolifique de l'histoire de la NBA à 3 points. Ouais. Ce week-end, il déclarait même, au final, c'est comme si j'étais premier, parce que Stephen Curry ne suit pas. 20 points, 6 rebonds, 11 passes pour James Harden, 22 points, 11 rebonds pour Ivica Zubac et 19 poinns pour Norman Powell. C'est toujours le big tree des Clippers. Ouais, c'est ça. Le tree, le middle tree des Clippers. Mais victoire contre le Jazz, Los Angeles qui a 7-7, qui est à l'équilibre sur ce début de saison, ce qui est pas mal à l'ouest pour le coup, parce qu'il y a pas mal d'équipes solides. Absolument. Et par contre, avec 7-7 à l'ouest, tu es 11e, là où tu serais littéralement 5e à l'est. Ça va être compliqué pour Harden Ah ouais, il a raison, enfin, ça va être compliqué d'aller rattraper Curry qui est déjà au-dessus des 3000 assez nettement. Bravo, personne ne rattrapera Curry. Ouais, je pense que en tout cas pas avant quelques années, quoi, parce que maintenant Curry a commencé sa carrière alors qu'il y avait un peu moins de volume de tir à 3 points. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui dès sa première saison va pouvoir. Je pense pas. Je dis juste que c'est pas impossible, tu vois. Non, mais c'est pas impossible. Ça finira par être battu vu qu'il y a de plus en plus de 3 points, mais. Comme tu l'as dit, tu as les mecs comme Lillard, comme Trae Young, ils vont finir très très haut parce qu'ils en ont shooté toute leur carrière énormément, mais va falloir un mec qui arrive et qui tourne à 40% en étant à 8 tentatives par match. C'est pas donné à tout le monde, quoi. Sur toute sa carrière, Curry est quand même un monstre. On a fait le tour, juste deux petites choses. D'abord, un petit mot d'Euroleague, peut-être, juste pour rappeler que ce week-end, vendredi soir, Paris a quand même battu Barcelone. Ce qui est quand même assez dingue, la victoire de Paris en marquant plus de 100 points. Donc la démonstration continue pour le Paris Basket, qui est maintenant 4e, mais 2e égalité en fait. Deuxième ex-aequo de l'Euroleague avec 7 victoires, 3 défaites. 6 de suite là. En tout cas, ils avaient démarré par une série de défaites et ils enchaînent. C'est 7 de suite. Ils enchaînent. 7 de suite et ils sont passés. Maintenant, ils sont ex-aequo avec Barcelone. Il y a en fait, il y a 5 équipes qui sont à 7 victoires et 3 défaites et le Fener est devant avec 8 victoires et 2 défaites et Monaco est pas loin derrière. Mais ouais, Paris qui fait sensation et qui continue de faire sensation. Et en parlant de sensation, on peut parler du phénomène Paige Bakers, vu que la draft WNBA, enfin pas la draft, la loterie WNBA a eu lieu la nuit dernière, Shai, et c'est Dallas qui a remporté la mise. Ouais, exactement. On savait que le vainqueur de ce first pick, de cette loterie, aurait probablement la chance de drafter Paige Bakers. Sauf cataclysme, ce qui est toujours possible. Parfois en NBA, il y a des trucs incompréhensibles, mais là, a priori, les Wings vont drafter Paige Bakers. Alors, il y a la saison universitaire à faire avant, mais là, c'est sa dernière. Elle avait rempilé. Paige, elle est de la même génération, elle est de la même cuvée normalement que Caitlin Clark, Cameron Brink, Angel Reese. Elle avait décidé de rester une année de plus pour essayer de gagner un titre avec UConn, parce que c'est jamais anodin de remporter un titre avec UConn qu'on n'a plus gagné depuis 8 ans je crois en plus, donc et puis elle a eu des blessures, donc elle a voulu retenter. Je pense que UConn sera pas très très loin du titre, et donc c'est un phénomène que je suis depuis quasiment sa dernière année de lycée, et je l'ai toujours considérée comme la plus talentueuse de de la QV, en tout cas sur les postes arrière, plus que Caitlin Clark qui est devenue la joueuse qu'on sait là dès sa première année. Elle a déjà tout cassé en WNBA. C'est là aussi la définition d'un talent générationnel, parce que elle a tout. C'est une joueuse, au niveau playmaking, elle est incroyable, elle est très forte en défense. Elle est capable, donc c'est une meneuse, mais elle est capable de jouer quasiment jusqu'au poste 4. La saison dernière, UConn a eu plein de blessés et Paige Bakers a joué poste 4 à plusieurs reprises. C'est une joueuse qui sait shooter aussi, qui sait scorer. Elle est à plus de 20 points de moyenne par match. Elle a une adresse à 3 points et une adresse globale qui est assez phénoménale aussi. Donc j'avais vraiment hâte de savoir où est-ce qu'elle atterrirait. J'espérais un peu, sans être fan du tout des Sparks, j'espérais un peu que Los Angeles la récupère, à la fois parce que c'est un peu... c'est une franchise qui a aussi besoin d'être relancée, et puis il y aurait eu un duo avec Cameron Brink qui aurait été cool. Mais voilà, la répartition des talents va continuer, elle va probablement aller à Dallas.
Et pour faire un récapitulatif de la loterie, vu que c'était les 4 premiers choix qui étaient décernés, puisqu'il n'y a que 12 équipes pour l'instant en WNBA, il y en aura 13 à partir de la saison prochaine. C'est donc Dallas à le first pick, Los Angeles le numéro 2, Chicago le numéro 3 et Washington le numéro 4. Mais voilà, je t'avoue que j'ai très très hâte de voir Paige Bueckers déjà bien finir sa carrière universitaire et ensuite arriver en WNBA où je pense que j'ai encore moins de doutes que les filles dont on parlait cette saison, c'est-à-dire Caitlin Clark et Angel Reese notamment, Cameron Brink aussi. J'ai encore moins de doutes sur le fait que Paige Bueckers va être une joueuse fantastique et un peu l'un des visages aussi de cette ligue dans les années à venir. La ligue est de plus en plus médiatisée et une fille comme Bueckers qui est très très rompue à l'exercice médiatique et qui a un jeu en plus qui est à la fois flashy et efficace, je pense elle sera incontournable et on en parlera beaucoup dans les années à venir. Voilà. Donc on suivra tout ça évidemment. Puis si elle a fait des gros cartons à l'université, on en parlera. C'est vrai qu'on a pour l'instant pas beaucoup parlé des stars universitaires, que ce soit chez les filles comme chez les garçons. Cooper Flagg a aussi plutôt bien commencé. Ace Bailey, dont je mentionnais, a mis 17 points pour son premier match, tandis que Dylan Harper en avait mis 20. Ouais. Donc il y a des, on fera sans doute de temps en temps des petits points NCA. Et il y a un Français qui a bien démarré aussi, dont on n'a pas parlé. Bon, et c'est à Stanford, c'est pas l'une des facs les plus qui est attendue pour le titre en général, mais Maxime Reynaud fait des super perfs sur sa dernière saison universitaire. Là. Je crois que cette nuit, il fait 33 points, 14 rebonds à 13 sur 26 et il tourne à il a 17 points, 12 rebonds, je crois, sur le début de la saison. Et du coup, il a des ambitions assez légitimes pour la prochaine draft aussi en tant que senior, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est sa saison senior là. Yes. Bah écoute, je te propose, Shai, qu'on s'arrête là. On se retrouvera cet après-midi pour un podcast et demain pour un nouveau CQFR. Bonne journée à tous. Bonne journée, ciao. Ciao.